Poursuit cet après-midi notre commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État. Et nous recevons aujourd'hui l'ensemble, en ce début de soirée, l'ensemble des agences de l'eau au Sénat pour cette commission d'enquête. Donc bonjour messieurs et mesdames. Donc mesdames et messieurs les directeurs généraux, madame le rapporteur, mes chers collègues. Donc nous recevons l'ensemble des directeurs généraux et directeurs adjoints des 6 agences de l'eau, soit dans un véritable tour de France. Monsieur Christophe Blanc pour l'agence de l'eau Rhin-Meuse, madame Isabelle Matikowski pour l'agence de l'eau Artois-Picardie, monsieur Nicolas Mourlon pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, monsieur Loïc Obled pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne, madame Sandrine Recard pour l'agence de l'eau Seine-Normandie, que je connais bien, et madame Aude Witten pour l'agence de l'eau Adour-Garonne. Mesdames et messieurs, merci de consacrer un peu de votre temps sur notre commission d'enquête. Cette audition s'inscrit dans celle que nous consacrons cette semaine au secteur de l'environnement et de l'agriculture. Nous venons de recevoir l'ADEME et l'OFB. Et jeudi prochain, nous échangerons avec France Agrimaire, l'Agence des services et de paiement, et les syndicats agricoles aussi qui viendront en force ici au Sénat. Notre commission d'enquête porte sur le mouvement d'agencification de l'État que l'on associe généralement à la multiplication des transferts entre l'État central et les agences dans les années 80 jusqu'aux années 2000. Les agences de l'eau sont bien plus anciennes. Elles ont été créées par la loi sur l'eau du 16 décembre 1964. Leurs missions ont toutefois évolué avec le temps. L'originalité réside aussi dans leur périmètre géographique, fondé sur la réalité physique des bassins et non sur des limites administratives des régions. Cela m'amène à vous poser une première question. À votre sens, cette originalité est-elle une force afin de mieux prendre en compte les enjeux de la ressource en eau? Ou est-ce qu'une organisation calquée sur celle des régions, et en tout cas des nouvelles régions, ne faciliterait-elle pas plutôt la coordination avec les autres politiques publiques? Cette originalité pose la question de l'articulation avec les autres agences, les services déconcentrés et les collectivités. Nous venons de recevoir l'OFB. Avez-vous, avec lesquels vous avez des liens évidemment, et des liens très, très particuliers, et y compris financiers. Une partie du produit des taxes qui vous sont affectées est reversée à cet établissement. J'ai donc 2 questions à ce sujet. Considérez-vous que ce schéma de financement est adapté? D'une manière plus générale, la délimitation des missions entre les agences de l'eau et les autres agences de l'État devrait-elle évoluer? La coordination de vos actions avec celle des collectivités territoriales fait bien entendu partie des sujets que nous étudions, car vous faites partie des agences les plus souvent citées dans nos débats. Par exemple, que répondriez-vous aux élus qui, devant notre commission d'enquête, ont expliqué que les agences de l'eau établissent des critères non définis par la loi et le règlement, rendant possible ou impossible des projets sans qu'ils en soient suffisamment informés? Cette audition nous donne aussi l'occasion de répondre aux incompréhensions qui s'expriment régulièrement, notamment dans notre hémicycle du Sénat. Avant de vous laisser la parole, il me convient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je jure ». Voilà, donc vous allez partager en fait un temps introductif qui va nous permettre de mieux apprécier, dans le cadre de votre présentation, ce que sont les agences et la façon dont elles sont réparties sur les territoires. On a 10 minutes, un quart d'heure maximum. C'est votre premier contrat. On passera ensuite la parole à Madame le rapporteur pour une première série de questions. On attendra évidemment vos réponses. Et puis après ça, je laisserai le soin aux autres commissaires de poser les questions qu'ils souhaitent donc à vous, représentants de nos agences de l'eau. À vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est moi qui vais démarrer l'introduction au nom des agences. Et je démarrerai en évoquant le rôle des agences de l'eau, leur grande mission et surtout leur spécificité qui justifie le fait que ce soit des agences de l'État et non des administrations, ce qui était un de vos questionnements, je crois.
Donc effectivement, comme vous le disiez, Monsieur le Président, il faut remonter à 64, à la première grande loi sur l'eau qui a créé les agences de l'eau pour comprendre leur mission. Et donc cette loi a posé les grands principes de la gestion de l'eau en France. Vous en avez cité un, celui de travailler à l'échelle des bassins hydrographiques, qui est l'échelle de travail vraiment pertinente qui correspond à une réalité physique. Le deuxième élément, c'est que la loi a créé au sein de ce nouveau territoire, donc les bassins hydrographiques, une gouvernance collective. Donc ça, c'est très important, une gouvernance mise en place à travers les comités de bassin dans une triple logique. Une logique de solidarité entre les différents acteurs d'un bassin, une logique de responsabilisation des acteurs, puisque ce comité de bassin a un rôle décisionnel sur les orientations qui sont décidées en matière de gestion de l'eau sur le bassin, et puis une logique de décentralisation, puisque les collectivités occupent un poids important dans ces instances. Et les agences de l'eau animent, nourrissent ces comités de bassin au service de l'ensemble des parties prenantes, les collectivités, les services de l'État, les acteurs économiques, les acteurs associatifs. Et ces parties prenantes constituent la gouvernance même de l'agence. Par exemple, son CA, son conseil d'administration, qui est une sorte de comité de bassin en miniature, où on retrouve l'ensemble de ces parties prenantes. Donc, il est présidé par un préfet, mais l'État n'y est pas majoritaire. Et donc, c'est un modèle très différent de celui d'une administration. Vraiment une intégration des parties prenantes dans la gouvernance même des agences de l'eau. Le troisième élément, et ça me permet d'aborder la mission historique des agences de l'eau, c'est que la loi de 64 attribue à chaque bassin, à chaque agence, des recettes spécifiques qui sont des redevances et qui doivent permettre à l'agence de répondre aux besoins du bassin, c'est-à-dire de soutenir des opérations au sein du bassin qui concourent à la bonne gestion des ressources en eau. Donc l'agence agit comme une mutuelle au service du bassin et elle est autonome financièrement au sens où elle ne reçoit aucun crédit budgétaire, aucune subvention pour charges de service public de la part de l'État. Donc ça, c'est aussi une spécificité forte des agences de l'eau dans le paysage des établissements publics administratifs. Un quatrième élément, les conditions de soutien et d'accompagnement d'une agence de l'eau sont fixées dans un programme pluriannuel d'intervention qui est élaboré, qui est validé collectivement par les instances de bassin, donc le comité de bassin, le conseil d'administration de l'agence. Et donc il y a une forme d'autonomie de décision de l'agence et de ses instances, même si, évidemment, au quotidien, pour l'exercice de nos missions, on agit dans un cadre qui est national et qui est fixé par notre ministère de tutelle. Alors, peut-être je voudrais compléter maintenant sur les missions des agences, puisque en 64, vous l'avez dit, les bases de ces missions étaient posées, mais depuis, notre rôle a évolué en fonction de ce qu'a souhaité le législateur ou l'État pour pouvoir s'adapter aux enjeux. Donc, il a évolué en termes de domaine d'intervention, déjà, puisque en 64, l'enjeu principal, c'était d'arriver à réduire, juguler les pollutions qui venaient des villes, et qui venaient des industries. C'était l'objet principal à traiter. Aujourd'hui, on embrasse vraiment un spectre beaucoup plus large, la gestion des milieux aquatiques au sens le plus large, avec des enjeux de qualité, de quantité d'eau, des enjeux de biodiversité, ça c'est la loi de 2016 qui nous l'a confié, des enjeux d'adaptation au changement climatique également. Donc on travaille vraiment sur ces trois grands piliers, eau, biodiversité, adaptation au changement climatique, avec des enjeux qui sont très souvent liés. Quand on restaure une zone humide, quand on renature une ville, on répond à ces différents enjeux. Et puis le rôle des agences de l'eau a aussi évolué en termes de mission, puisqu'aujourd'hui, on a à notre main différents leviers pour faire progresser nos bassins dans les domaines que j'ai cités. Ce qui est aussi une obligation, un impératif, puisque ça se fait au titre de l'engagement de la France dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, notamment. Donc on a un rôle qui va bien au-delà du financement. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'on est parfois vu comme un guichet et c'est vraiment pas le cas. Nous ne sommes vraiment pas un guichet. Et on a un rôle qui est structurant dans la mise en œuvre de la politique publique qui nous a été confiée, ce qui est aussi le propre des agences de l'État selon la définition du Conseil d'État. Donc nos grandes missions, on a vu la principale, la gestion des revances et l'intervention qui se répondent dans le rôle de mutuelle du bassin qui est l'agence. Une autre grande mission, c'est la connaissance du bassin, c'est-à-dire les agences de l'eau assurent la maîtrise d'ouvrage de tout le suivi de l'état des milieux aquatiques de son bassin et fait le lien aussi avec le monde de la recherche, le monde de l'expertise scientifique. Et ça permet d'étayer les orientations qui sont proposées au comité de bassin et les priorités qui sont fixées au sein du bassin.
Elle a un rôle également en termes de planification. C'est la loi de 92 sur l'eau qui l'a apporté, puisque l'Agence de l'eau prépare les grands documents d'orientation du bassin. Alors, le plus connu, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui est approuvé par le comité de bassin. On approuve aussi des plans d'adaptation ou des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et en termes de planification, on appuie aussi les acteurs locaux, pour le coup territoriaux, pour mettre en place des instances de dialogue et pour qu'ils puissent mettre en place eux-mêmes la planification des actions nécessaires en matière de gestion de l'eau à leur échelle. Et puis je dirais plus largement, on a un rôle vraiment fédérateur pour le bassin, un rôle d'animation de réseau. On est au cœur d'un réseau d'acteurs sur le terrain, vraiment ancré dans les territoires. Et ça se traduit par l'animation des instances de bassin, bien sûr, mais plus généralement de l'ensemble des acteurs du bassin. Ça se traduit par de l'information, de la communication auprès des parties prenantes. On essaie de trouver des relais sur le terrain pour faire valoir nos politiques, nos priorités, puisqu'on est finalement assez peu nombreux, collectivement pour toute la France, environ 1500 personnes. Et on essaie de faire en sorte que tous ces acteurs aillent dans le même sens et partagent les enjeux du bassin et les priorités d'action sur le bassin. Et puis je voudrais juste terminer cette introduction sur notre rôle et nos missions par deux atouts supplémentaires, je dirais, qui étaient sans doute des éléments qui ont été recherchés en créant des agences de l'eau, en créant des agences de l'État pour la gestion de l'eau. C'est l'expertise des agences. L'expertise technique de nos personnels est développée et reconnue. Elle est indispensable dans nos domaines d'activité. On a aussi d'autres types d'expertise, des savoir-faire dans l'accompagnement des acteurs, accompagnement technique et financier, et dans la gestion des redevances. Ce qui fait que ces dernières années, l'État nous a confié le soin de gérer des nouveaux dispositifs d'accompagnement ou bien a élargi le champ des redevances qu'on gérait en s'appuyant sur cette expertise des agences de l'eau. Donc, je cite quelques éléments. Le plan de relance, par exemple. Certains volets du fonds vert également ont été gérés par les agences de l'eau. Les nouveaux fonds biodiversité liés au parc éolien en mer qui ont été mis en place sont gérés par les agences de l'eau. Puis je prendrai deux exemples aussi spécifiques pour le coup à mon bassin. Tout le dispositif d'accompagnement du plan baignade en appui au préfet d'Île-de-France qui a permis la baignade dans la Seine pour les Jeux Olympiques a reposé largement sur l'agence. Et puis on lance là, dans tout autre domaine pour le compte de l'État, du ministère et de la Commission européenne une expérimentation sur un dispositif de certificat biodiversité avec les entreprises sur les zones humides. Donc vous voyez un panel de dispositifs qu'on est en mesure de gérer du fait de notre expérience acquise au fil des années. Et puis un deuxième atout majeur, je crois, que nos interlocuteurs soulignent souvent, c'est notre réactivité, notre agilité pour arriver à coller au mieux aux besoins des bassins. Et je citerai là encore un exemple de Seine-Normandie. Notre programme d'intervention pour la période 2019-2024 a été modifié 17 fois. Et il y a eu une dizaine d'appels à projets pendant ce programme. Alors évidemment, ce n'est pas un objectif en soi de faire autant de modifications, mais ça illustre bien la capacité d'adaptation de l'agence et la capacité à adapter ces dispositifs avec un circuit décisionnel qui est efficace et qui intègre aussi par construction l'ensemble des parties prenantes. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà pour les grandes lignes du rôle et des missions des agences. Vous souhaitez qu'on poursuive sur des thématiques ? Comme il y avait un questionnaire, on a plusieurs autres choses, mais on risque de déborder. Donc, si vous le souhaitez, on peut soit compléter sur la base des questions qui ont été envoyées, soit répondre à vos questions, puisque j'imagine que vous connaissez déjà. Oui, on va faire ça, c'est qu'on va privilégier l'échange. Et puis, s'il reste du temps à la fin, on pourra développer autour des thématiques que vous souhaitiez aborder dans le cadre des réponses aux questions. Je laisse la parole à Madame le rapporteur sur ses propres questions. Oui, merci. Donc, vous nous avez évoqué la question de la gestion des redevances. Est-ce que vous faites tout de la collecte, c'est-à-dire en gros ce que fait la DGFiP pour l'ensemble des autres taxes et impôts divers, sachant qu'elle a en plus maintenant récupéré des missions des douanes? Et donc, est-ce qu'il ne serait pas pertinent en fait d'avoir un collecteur unique au niveau de l'État qui ensuite répartisse quand la DGFiP s'est mutualisée avec les douanes, les uns et les autres n'ont pas perdu leurs recettes. Donc ça, c'était sur la partie recouvrement. Voilà. Sur la mutualisation, donc on comprend bien
l'idée de gestion par bassin hydraulique. Mais donc après, vous avez 6 agences. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il n'y a pas une redondance de certaines expertises et qu'il n'y a pas justement certains profils très spécifiques qui auraient vocation, au lieu d'en avoir 6, on n'en est pas un unique qui opère dans les 6 agences? Et si oui, alors vous allez peut-être me dire oui, c'est déjà le cas, et c'est fait par la direction de l'eau et de la biodiversité. Et donc, au-delà de ça, c'était aussi savoir comment la tutelle exerce son rôle, et est-ce qu'il y a un réel comité d'animation pour être certain que, quand il y a mutualisation, notamment de fonctions support, de fonctions d'expertise, elle existe bien, et que surtout les agences fonctionnent de la même manière. Et là, enfin, il y a des collègues sénateurs qui ont la chance d'être dans des zones où il y a 2 agences de bassin. Donc je pense que leur retour d'expérience pourrait être assez utile pour comprendre pourquoi on se pose ces questions. Voilà mes deux premières questions. Alors sur la partie recouvrement, donc effectivement les agences bénéficient de redevances, alors une dizaine en tout, dont une dizaine à peu près, dont 3 essentiellement qui fournissent plus de 80% de leurs ressources. Sur ces redevances, en fait ces redevances sont définis, enfin, les tarifs liés aux redevances sont arrêtés par le comité de bassin dans une logique globale justement de stratégie par rapport au programme d'intervention. Puisque nous venons tous de vivre les 12e programmes d'intervention pour la période 2025-2030 et en face d'une stratégie avec des ambitions qui dépendent des caractéristiques d'un territoire de bassin, il y a en face un volet recettes pour lesquels les acteurs du territoire se mettent d'accord dans cette logique de gouvernance commune pour actionner tel ou tel dispositif de tarif, tel ou tel niveau de tarif par rapport aux besoins du territoire. Alors là, vous me parlez de la politique tarifaire. Moi, je vous parlais de la gestion du recouvrement. Aujourd'hui, dans un système d'information bien fait, en fonction de votre adresse, on est capable de savoir à quelle agence de bassin vous relevez et quel est le niveau qu'on doit vous appliquer. Donc ma question, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, ça a du sens d'avoir 6 agences de recouvrement et de ne pas transférer cette charge au service de la DGFiP qu'ils font pour le reste des encaissements État? Après, j'entends la politique tarifaire différente en fonction des politiques qui sont mises en place. Ça, pas de sujet. Et si vous avez plein d'agriculteurs, effectivement, vous n'allez pas appliquer la même chose que quand vous êtes en zone de montagne. Voilà, ça, il n'y a pas de... Sur le niveau des pollutions, ça, pas de sujet. Mais c'est vraiment sur la partie recouvrement. Peut-être un ajout là-dessus. Les redevances des agences de l'eau ne sont pas simples à instruire. Il y a une dimension technique dans l'instruction des redevances qui est faite par les agences. Là, on a un nouveau système de redevances qui est mis en place, par exemple, avec des redevances basées sur la performance des systèmes d'assainissement, la performance de l'alimentation en eau potable. Donc, avec une vraie instruction technique derrière par les agents des agences de l'eau. Donc, ça, c'est un premier aspect. L'aspect technique qui ne peut pas être automatique et géré si facilement que ça par des agents qui n'ont pas l'expertise correspondante. Et le deuxième aspect, alors là, ça vient d'un rapport de l'IGF de 2018, IGF-CGEDD, je crois, à l'époque de 2018, qui avait regardé justement cette fonction de gestion des redevances, de perception des redevances et le coût que ça représentait. Et la conclusion avait été que c'était un système globalement efficient et relativement peu coûteux. Ils avaient calculé les frais de gestion, finalement, le coût de la collecte annuelle des redevances, et ils l'avaient évalué à peu près 1% des redevances prélevées, en disant que c'était particulièrement efficace, performant par rapport même au taux de la DGFiP, par exemple. Peut-être que j'ajoute, alors effectivement, d'ailleurs sur les recrutements des personnes qui sont dans les directions des redevances, les profils qui sont recrutés ne sont pas les profils qu'on retrouve dans l'administration des finances publiques. C'est vrai que c'est des profils de techniciens et le fait d'être territorialisé et en contact avec parfois des délégations territoriales sur des agences qui sont plus vastes, ça permet aussi d'avoir une relation directe avec les collectivités et d'apporter un conseil ou une recommandation. La réforme des redevances, par exemple, elle essaye de faire en sorte de récompenser la performance. Et donc récompenser la performance, ça veut dire pouvoir expliquer le lien entre les recettes ou la redevance, et puis techniquement, ce qui va être pris en compte. Et ça, c'est vrai que c'est une expertise particulière. J'ajoute parce que
sur le comité de bassin que, là, on revient sur du symbole, mais symboliquement, que l'agence puisse effectivement assurer le recouvrement pour le Parlement de l'eau, qui est le comité de bassin, qui est une grande originalité. C'est aussi une garantie comment dire, que le principe de l'eau paye l'eau, que le Parlement soit comment dire, en fixation des lignes directrices, mais aussi en contrôle de l'argent levé, comme historiquement ça l'est des parlements et de la naissance de la démocratie. C'est quelque chose auquel les comités de bassin tiennent, en tout cas ils nous le disent régulièrement. Peut-être juste sur votre question sur les mutualisations. Alors, il y a différents métiers dans les agences. Il y en a un qui est peut-être, que vous n'avez pas cité, qui est celui du lien avec les territoires. C'est vrai que l'État et les services de l'État ont parfois perdu au cours des décennies le lien, la capacité d'ingénierie territoriale dans les agences de l'eau. Cette ingénierie, cette proximité avec les acteurs, elle existe vraiment. Il y a une grande partie de nos collègues qui mixent une expertise territoriale avec une expertise technique. Après, c'est vrai que on a des compétences plus pointues ici et là qui peuvent être intéressantes, et à cet égard, il y a des mutualisations. Mais peut-être sur les mutualisations, puisque vous aviez aussi, Monsieur le Président, parlé de l'OFB tout à l'heure, le directeur général de l'OFB vous en a peut-être parlé. À l'époque où la France a été mise en demeure de respecter la directive 4 sur l'eau, et on a créé l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, on a voulu créer une structure qui était supra-agence de l'eau et qui permettait justement de rendre un service aux agences de l'eau pour assurer les expertises nationales, qu'il s'agisse, je me les suis listé, mais du rapportage des directives européennes, de la qualification ou de la bancarisation des données, des programmes de recherche, de toutes sortes d'expertises un peu pointues, de faire des guides techniques, de gérer des centres de ressources utiles aux agences, mais aussi à l'ensemble des acteurs du terrain. Donc, l'OFB a hérité de cette partie ONEMA, et donc pour faire un peu caricatural, il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux qu'on ait une proximité terrain, donc il vaut mieux que les compétences et les personnels restent évidemment dans les agences. Parfois, il vaut mieux que ça soit un établissement public comme l'OFB qui assure les missions, et parfois, parce que l'OFB a aussi d'autres missions au gré des fusions, il y a un besoin d'une mutualisation des agences entre elles. Et donc, ça fait plusieurs années qu'il y a une démarche assumée et effective de mutualisation au sein des agences, qui va jusqu'à créer une direction commune, qui est la direction des systèmes d'information, où pour le coup, la direction rend un service à l'ensemble des agences. Alors après, je ne vais pas développer l'ensemble du processus de mutualisation, mais puisque vous avez parlé d'expertise particulière pour lesquelles il y aurait peut-être un coût d'entrée pour l'OFB ou autre, eh ben, on mutualise aussi, on capitalise sur des compétences qui peuvent être chez mon voisin de droite, chez mes voisines de gauche. Et ça, c'est pour l'efficience et l'efficacité du modèle. Qu'est-ce qui a justifié que finalement le SI commun il puisse pas être hébergé justement par l'ONEMA ou OFB, l'ONEMA, AFB ou OFB, et que vous ayez choisi de le faire seul? Et j'avais pas prévu de vous poser la question, mais puisque vous m'avez tendu la perche en disant l'eau paye l'eau, est-ce que vous pensez qu'on peut toujours appliquer cette doctrine au regard du montant significatif des redevances que vous collectez et qui sont notamment reversées ensuite à l'OFB, qui utilise cet argent pour tout un tas d'autres politiques que les politiques de l'eau? Peut-être sur ce dernier aspect, mais alors il a été demandé aux agences depuis maintenant quelques temps de s'occuper d'eau et de biodiversité. D'ailleurs, les différents rapports sur les agences montrent que le financement du grand cycle de l'eau, et pas que du petit cycle et des stations d'épuration, montre bien que la question de l'eau est une question globale et que la biodiversité en est un élément important. Donc les agences doivent s'occuper d'eau et de biodiversité, et ça s'est fait à peu près au même moment où les fusions ont conduit à la création de l'AFB puis de l'OFB, qui s'occupe donc historiquement d'eau,
également et de biodiversité. Donc que l'eau et la biodiversité financent l'eau et la biodiversité, enfin, en tout cas, une des agences qui s'occupent d'eau et de biodiversité finance une structure qui s'occupe d'eau et de biodiversité, c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a une partie des missions qui ont été ajoutées à l'AFB puis l'OFB, qui ne sont pas directement celles des agences de l'eau. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de fiscalité spécifique à la biodiversité, qui est un sujet intéressant dont il faut évidemment parler. Peut-être sur les outils. En fait, il y a déjà des outils qui sont développés par l'OFB aujourd'hui, qui ne sont pas forcément portés par il n'y a pas de mutualisation des services ou des directions des services d'information. Mais par contre, quand il est préférable que ce soit l'OFB qui développe un outil, c'est l'OFB qui développe l'outil. Quand il est préférable parce que c'est technique, par exemple, les logiciels qui servent à percevoir les redevances, pour le coup, ça c'est très spécifique, ce sont les agences qui en sont l'opérateur. Donc il y a une répartition des choses qui se fait d'un point de vue métier. Quand il y a mutualisation par les agences, c'est ce qui se fait. Quand il vaut mieux que ce soit un outil qui soit assuré par l'OFB, ça se fait en bonne intelligence. Et évidemment, en lien avec la tutelle qui réunit régulièrement les agences de l'eau tous les mois avec des échanges stratégiques puis des déclinaisons techniques et qui réunit également les agences de l'eau avec l'OFB tous les 2 mois pour là aussi des discussions stratégiques sans préjudice des échanges techniques qui peuvent en découler. Je poursuis mes questions. Sur la distribution des aides, est-ce que vous trouvez que la répartition aujourd'hui entre les aides locales versées par les agences de l'eau, les aides nationales versées par l'OFB vous semble pertinent? Et enfin, sur la question toujours un peu des aides, des subventions, est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas qu'il y a un certain nombre de politiques, je pense notamment à tout ce qui est attrait à l'eau et à l'assainissement, dans lequel les agences de l'eau continuent à intervenir, qui devraient être complètement laissées à la main des collectivités locales et notamment des syndicats d'eau, d'assainissement? Alors, sur la répartition entre l'OFB et les agences de l'eau, elle est celle que vous avez dite. Donc, les agences sont des agences de bassin et elles s'occupent des affaires du bassin et donc des affaires territoriales, en accompagnant les collectivités, la profession agricole, à des fins très spécifiques qui sont les objectifs qu'on se donne pour l'eau, donc avec une logique de performance, ou en tout cas d'objectifs environnementaux très ancrés dans les territoires, là où l'OFB, je fais schématique, finance plutôt les animations, les têtes de réseau, des associations par exemple, avec justement un bénéfice pour l'ensemble des bassins, mais pas forcément ancré dans les territoires. Après, sur votre question, mais les collègues pourront, sur la question des subventions ou des aides accordées par les agences, les aides accordées par les agences, elles le sont en fonction d'objectifs très clairs qui sont fixés par le SDAGE. Et donc, on essaie de mobiliser l'argent récolté grâce aux redevances pour essayer de viser les objectifs du SDAGE. Ça veut dire que les agences sont un élément de levier, de transition, de ciblage, de solidarité entre les territoires. Et ça, c'est très important puisque vous parliez des régions. La solidarité entre l'amont et l'aval, les agences l'effectuent. Ce qui n'empêche effectivement que les collectivités, à quelque niveau que ce soit, sont en responsabilité pour assurer la gestion de leur réseau, une gestion patrimoniale classique. Donc on est là pour un effet levier, pour un effet d'homogénéité effectivement des pratiques. On l'a vu avec le plan eau par exemple, suite à la sécheresse de 2022, et pour des solidarités entre l'amont et l'aval, le rural et l'urbain, ou encore d'autres choses qu'on pourrait. Et Christophe, vous pouvez peut-être compléter. Merci. Oui, donc c'était pour confirmer que si on laisse vraiment les syndicats et les EPCI être autonomes dans le financement, beaucoup ne vont pas y arriver.
Et on voit que d'ores et déjà, malgré des hausses de prix de l'eau qui sont parfois élevées, certains ne réussissent pas à avoir des plans de financement adaptés. Donc on a aussi l'aide de la Banque des Territoires pour avoir des financements qui soient plus intéressants. Mais parfois, on est obligé même de déroger à nos aides parce que certains petits syndicats, je peux vous citer un syndicat dans la Meuse, par exemple, qui s'appelle le syndicat La Fond de la Beda. Il y a beaucoup de communes rurales qui se sont regroupées, mais pour autant, elles ne dégagent pas de moyens suffisants pour pouvoir maintenir leurs équipements à un niveau suffisant sur la durée. Peut-être juste pour compléter sur ce plan-là, mais pour aller dans le sens de mes collègues, l'action de l'agence, elle est particulièrement importante sur les bassins ruraux, comme à Dour-Garonne, que je connais bien, où la question du prix de l'eau est certes un levier majeur pour le modèle économique porté par les syndicats pour faire face au mur d'investissement qu'on a su dimensionner dans chaque bassin face aux effets du changement climatique. Mais justement, les assiettes sur lesquelles repose la capacité à investir sont parfois trop faibles pour que les syndicats à eux seuls, ou certaines communes à elles seules, puissent faire face à l'ampleur de ces investissements. Donc là-dessus, l'action de l'agence, pour ce qui concerne par exemple l'eau potable, elle est de faire en sorte que finalement les collectivités soient à même de porter des projets qui permettent de répondre à l'accélération du dérèglement, du dérèglement climatique, avec un effet prix de l'eau, mais pas uniquement, et avec les effets de synergie de financement évoqués par Christophe Leblanc, avec la Banque des Territoires. Ça, c'est majeur. Et sur l'assainissement, on est particulièrement fondé à intervenir, puisque, pour le coup, la DCE fixe à 2027 l'objectif d'avoir 100% de masse d'eau en bon état. Alors, on a des objectifs qui sont déclinés à l'échelle des bassins, mais pour le coup, les points de pression que représentent ces stations d'épuration non conformes nous poussent à les identifier et à demander une accélération de la mise aux normes de ces stations avec, là encore, l'effet levier. Je crois que cet effet levier, il est vraiment majeur à comprendre pour faire en sorte que les délais soient tenus. Et là, l'agence, elle a un rôle d'accélérateur, de facilitateur et d'impulsion. Donc j'ai deux questions, Cédric Vial et Pauline Martin. Voilà, je vais essayer de... J'en aurai plein des questions. Je vais essayer de commencer par les premières. On verra si on a le temps d'en poser d'autres. Premièrement, c'est pour abonder dans ce que a dit la rapporteure tout à l'heure sur la question du financement. Parce que moi aussi, je voudrais reprendre la perche que vous avez tendue. Il y a deux choses. Vous avez parlé de l'eau paye l'eau. Effectivement, il y a le financement de l'OFB aujourd'hui, de la biodiversité, qui est prélevé sur les recettes de la redevance. Il y a aussi ce plafond mordant qui fait qu'il y a une partie de l'argent récolté pourtant sur les redevances de l'eau et de l'assainissement qui viennent directement au budget de l'État. Donc aujourd'hui, on n'est quand même plus tout à fait dans l'eau paye l'eau. Et pourtant, donc, comment vous réagissez par rapport à ça? Vous l'avez dit, les redevances sont fixées par ce comité d'administration, qui n'est pas un conseil d'administration. Vous avez parlé aussi du Parlement de l'eau. J'aimerais savoir quel est le mode de scrutin de ce Parlement, parce que pour moi, un Parlement, il est élu. Et s'il est amené à prendre des décisions, la légitimité de la décision, elle compte. Donc j'aimerais bien aussi que vous décriviez un petit peu comment vous décrivez la légitimité de ce Parlement de l'eau. Et puis deuxième question, toujours sur le financement. Alors la Cour des comptes, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas retrouvé de rapport plus récent que celui de 2015. Il dit alors il dit plein de choses, mais notamment il y a deux points sur lesquels il revenait à l'époque, donc ça commence à remonter un peu, il y a une dizaine d'années. Premièrement, sur le personnel, il y avait eu à l'époque une hausse de 22% du salaire moyen de chaque agent au sein des agences de l'eau, qui avait été dénoncée par la Cour des comptes pour des reclassements de personnel. Où en êtes-vous aujourd'hui sur l'évolution, du salaire moyen des personnels par rapport à cette période-là? Est-ce que vous avez pu corriger ça, ou est-ce que c'est devenu une tendance? Et deuxièmement, il y avait aussi à l'époque dénoncé une hausse de 13% de la masse salariale. Est-ce que on a vu ces dernières années dans les bleus budgétaires plutôt une stabilisation avec plutôt un retour à la hausse ces dernières années, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur le personnel? Et puis il y avait une deuxième recommandation qui allait dans le sens qui parlait de mutualisation entre les agences et notamment des services d'information, mais de mutualisation de manière générale. Est-ce que depuis ce rapport, vous avez avancé là-dessus? Ça ne semble pas être le cas sur le recouvrement.
Deuxième question sur la légitimité. Moi, mais on en a déjà échangé avec l'agence de mon territoire, une des agences de mon territoire, sur l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Moi, j'ai de grosses difficultés avec la politique de l'agence de l'eau qui me semble décorrélée de ce que souhaite la représentation nationale ou les élus au niveau local. On a par exemple la loi qui permet aujourd'hui, jusqu'à fin 2026, que les communes puissent gérer l'eau en régie. Et d'ailleurs, peut-être que dès le 1er avril, cette loi sera prolongée. Pourtant, il y a des règlements ou des agences de l'eau qui décident de ne plus financer les communes rurales en régie, madame. Sur les dernières années, sur le département de la Savoie, dont je suis élu, on est en moyenne à 3%, un peu moins, de communes isolées, communes rurales, financées pour des aides de l'âge de l'eau, 3%. Et je ne veux pas rentrer dans le détail ici, mais on a eu déjà un certain nombre d'échanges sur ce point-là. On pourrait expliquer pourquoi on arrive là, parce qu'il y a une politique de l'agence de l'eau qui a été déterminée et qui n'est pas celle fixée par le législateur qui dit que ces communes ont le droit de continuer à exercer. Donc elles ont le droit de continuer, mais vous ne les aidez plus. Voilà. Et pourtant, c'est de l'argent que les habitants de ces communes continuent à payer aussi par la redevance. Donc derrière, il y a une question de légitimité, parce que devant qui vous rendez compte de ces aides? Pas devant les parlementaires, puisque quand on interroge le préfet de région, ou quand on vous interroge, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Donc il y a cette question de légitimité. Pourtant, c'est de l'argent que vous prélevez sur... et vous dites, c'est le Parlement de l'eau qui décide des montants qui sont prélevés. Qui sont ces élus? Et devant qui rendent-ils compte? Voilà. Je reste là pour l'instant, si vous le voulez bien. Alors, peut-être pour revenir sur le sujet des plafonds. Alors, c'est vrai qu'au niveau des agences, on connaît plusieurs plafonds. Hein. Il y a un plafond de recettes qui est fixé chaque année. Et donc, voilà. Et le plafond mordant a été institué donc par la loi de finances de 2017, voilà, pour justement gérer, hein, pour gérer, alors pour éviter les prélèvements, pour supprimer les prélèvements qui se faisaient sur les fonds de roulement des agences et pour gérer effectivement un montant maximum de redevances des 6 agences. Donc ce plafond mordant, la vocation du plafond mordant, hein, c'est que toute recette au-delà, j'allais dire, du plafond de recette acté retombe directement dans le budget général de l'État. Comment ? Voilà. Donc il y a eu donc la Cour des comptes, hein, dans un rapport de 2023 hein, sur la gestion quantitative de l'eau en période de changement climatique, préconisait justement de supprimer le plafonnement du produit perçu par les agences de l'eau, de façon à donner une plus grande responsabilité au comité de bassin dans l'équilibre d'ensemble hein, de la fiscalité affectée à la politique de l'eau. Puisqu'effectivement, ce plafond mordant peut aussi avoir des travers, hein, dans le sens où il y a une gestion du coût dans les agences. Alors moi, je prends le cas de l'agence Artois-Picardie, où on avait des tarifs de redevance relativement élevés, et où en 2022, les administrateurs ont décidé de baisser les tarifs de redevance hein, parce qu'on on avait tendance à avoir ce versement direct à l'État. Hein, c'est 28 millions, un peu moins de 30 millions hein, sur la période 2019-2024 pour l'agence de l'eau Artois-Picardie. Donc à baisser le tarif des redevances de façon, je veux dire, à gérer ou à être en dessous de ce plafond mordant à un moment où par ailleurs 2022, c'était aussi une période où il y a eu une sécheresse très importante, y compris dans le nord de la France, et où on voulait montrer un signal aussi pris par rapport à un usage responsable vis-à-vis de la ressource en eau. Comité de bassin, et après j'évoquerai les 2 sujets. Oui, sur le comité de bassin, donc effectivement qu'on peut avoir tendance à appeler le Parlement de l'eau. Alors, je peux comprendre que vous puissiez trouver que le terme peut être abusif. Donc, en l'occurrence, peut-être 2 mots pour voir comment il est composé. Donc, il est composé à 40% de représentants de collectivités, 20% d'usagers économiques. Alors justement, voilà, mais je peux répondre tout de suite. Donc, les collectivités, donc il y a à la fois donc des élus communaux, des élus départementaux, des élus régionaux, donc qui sont désignés par l'ARF, l'AMF, l'ADF. Donc
Oui, voilà, il n'y a pas de scrutin direct. Ce sont des personnes qui sont nommées par les associations représentatives. Et ensuite, on a aussi 2 parlementaires. Pour ce qui est du bassin Rameuse, on a une sénatrice et une députée. Et oui, voilà. Et donc après, il y a une élection directe du président ou de la présidente. Donc en l'occurrence, la présidente du bassin Rameuse a été élue par ses pairs et les présidents de commission sont élus par leurs pairs. Et après, alors c'est vrai que le terme Parlement de l'eau, ça vient du fait que l'ensemble des usagers de l'eau sont représentés dans cette enceinte et qu'elle a une vocation à débattre justement des enjeux, des partages. Non, c'est voilà. Non, mais après, c'est la loi qui a créé les comités de bassin. Ils ne se sont pas constitués sui generis. C'est en application du code de l'environnement. Et après, en termes de rendre compte, l'ensemble des délibérations, des procès-verbaux sont accessibles sur les sites internet des agences. Donc, il n'y a rien de caché, on va dire, dans les décisions. Et après, voilà, c'est une question de fond. Si vous estimez que le fait de ne pas être élu ne rend pas légitime. Je vais me permettre d'apporter des éléments sur les personnels. Vous avez posé des questions, puis sur les politiques d'aide. Avant ça, je voudrais juste, pour ne pas oublier, c'est une question de Madame la rapporteure tout à l'heure, qui concernait l'exercice de la tutelle. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On répondra à pas mal d'éléments aussi dans le questionnaire, mais simplement un acte majeur que je voudrais signaler, c'est que nous fonctionnons avec un programme d'intervention, à la fois en recettes et en dépenses, et tout le processus d'élaboration du programme d'intervention démarre par un acte politique descendant, qui est la lettre de cadrage, où le ministre élabore la lettre de cadrage en fixant au président du comité de bassin, au préfet coordonnateur de bassin, les grands axes sur lesquels le programme d'intervention doit intervenir. Enfin, juste, voilà. Et celui qui nous a fait le programme cette fois-ci a été élaboré en mai 2023, la lettre de cadrage en mai 2023, quelques mois après le plan eau, qui était aussi une déclinaison d'un choix, d'une orientation politique majeure qui avait été dévoilée il y a tout juste 2 ans, c'est le 29 mars 2023. L'autre point que je voulais indiquer pour parler des personnels, c'est donc les agences de l'eau au 31/12/2024, c'est au total à peu près 1600 personnes. Indiqué, parce que c'est important pour la compréhension effectivement de votre question, monsieur le sénateur, c'est que c'est à peu près 86% de contractuels et 14% de fonctionnaires. La dynamique qui a été mise en place à ce moment-là répond aussi à un des constats qu'avait fait le Conseil d'État dans son rapport de 2012 sur les opérateurs, en indiquant que les agences, création, l'agencification, je ne sais pas comment on doit le prononcer, créer une capacité accrue à recruter, mobiliser des experts et également à être plus attractif du fait de statuer. Les agents contractuels, en 2007, ont été dotés ce qu'on appelle un quasi-statut, c'est un décret qui fixait un certain nombre de règles différentes de la fonction publique, mais je veux dire un Canada Dry, c'est-à-dire quelque chose qui crée des différentes catégories, des processus d'avancement, de mobilisation et tout ça. Il faut savoir que donc, ce quasi-statut s'applique de la même manière sur l'ensemble des agences et n'a pas bougé, n'a pas évolué depuis 2007. Et donc, il pouvait être perçu comme très avantageux. Aujourd'hui, le constat, notamment porté par les personnels et constaté par l'encadrement que nous sommes, qui est que ce statut a vieilli. Il a vieilli dans ses règles et il a également vieilli dans ses valeurs. Qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des catégories, nous nous situons en dessous des standards des contractuels du droit public. Voilà. Donc il y a une revalorisation qui est en réflexion sur aujourd'hui, qui est inscrite à l'agenda social du ministre de la Transition écologique depuis mars 2024 et qui doit encore démarrer vraisemblablement dans les prochains temps. Donc sur la question de la masse salariale, je veux juste signaler qu'il y a des points de contrôle. Donc effectivement, quand on vote notre budget ou quand on a notre arrêté de dépenses qui nous fixe un certain nombre de limites sur l'ensemble du programme en termes de dépenses, ce qu'on appelle le domaine zéro, un fonctionnement qui inclut la masse salariale, n'est pas fongible. Enfin, n'est fongible que asymétriquement par rapport aux autres. C'est-à-dire ce qu'on ne dépense pas va aux interventions. L'inverse n'est pas vrai. Donc il crée une barrière, une limite à la masse salariale dans l'instruction qui nous est donnée. Et par ailleurs, effectivement,
il y a eu une stabilisation, plutôt une baisse ces dernières années, du fait simplement d'une baisse importante d'effectifs, parce que mon prédécesseur qui est arrivé en 2015 et qui a quitté ses fonctions en 2023 avait connu une baisse d'environ 25% de l'effectif. Voilà, je veux dire, c'est constant pour les agences. Aujourd'hui, il y a une stabilisation. Le plan haut a fait constater qu'il y avait besoin de restaffer, ou en tout cas de stabiliser l'effectif, et il y a eu une augmentation de 66 l'an passé qui est atténuée cette année par une baisse de 12 en loi de finances. Et donc, on est en train de mettre en place. Ça explique que la masse salariale se stabilise. Elle augmente un petit peu du fait qu'il y a une anticipation sur la possible revalorisation qui est très attendue aujourd'hui des personnels. Et donc, après, vous avez posé la question sur la politique nationale de corrélation. Bon. Après, on est un organisme d'intervention qui dispose d'un budget. Et donc, ça nous amène à mettre un certain nombre de priorités, des priorités en regard de l'impact. Donc, ça peut nous amener à privilégier certains types de dispositifs par rapport à d'autres, simplement pour une raison de disponibilité des crédits. Ça, c'est d'une manière générale, c'est principiel. Hein, on est tous les dispositifs qui font ça le font de cette manière. Aujourd'hui, vous avez raison, ça ne doit pas nous placer en situation, ça a été évoqué par un rapporteur, de créer de la norme. Ça ne doit pas nous placer dans cette situation, et c'est quelque chose c'est quelque chose c'est un équilibre à trouver pour effectivement passer un message sur, par exemple, un prix de l'eau minimum, sans dire c'est interdit d'avoir un prix de l'eau inférieur. S'il peut y avoir un choix politique que le prix de l'eau soit inférieur, simplement ça veut dire que les aides seront moindres ou ne seront pas sur l'ensemble des dispositifs. Donc c'est des choix qui sont aussi à la main ensuite des élus. S'agissant du transfert, comme l'annonce dans le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier, d'un accord du gouvernement pour renoncer au transfert automatique, à partir de ce moment-là, nous avons pris soin que dans nos programmes, il n'y ait pas de que les dispositions, en tout cas, ne préjugent pas ou ne créent pas une autre norme qui serait « vous devez transférer ». Donc, je parlais pour Rhône-Méditerranée, mais je pense que dans les questionnaires, on pourra ramener les éléments des différents bassins. Il y a des dispositions de financement des services publics d'eau et d'assainissement. Point. Ensuite, il y a des dispositifs upgradés, ou en tout cas des accès plus faciles à certains financements, à deux raisons. Soit les communes qui seraient en zonage de solidarité rurale, un point qui a été évoqué tout à l'heure, la question de la solidarité rurale est importante, il faut qu'on puisse intervenir. Donc là, on est y compris sur des communes isolées. Et j'ai bien conscience que la Savoie n'est pas concernée, ou en tout cas très peu, par la zonage. Donc ça, c'est un sujet. Oui. Et l'autre point, c'est que par les contrats, on peut également accéder à quelque chose, à des aides upgradées. Et c'est vrai que les contrats, c'est toute une ingénierie, c'est des choses très compliquées, c'est un peu complexes et qui mettent du temps, sont plutôt orientés vers les structures intercommunales. Mais il n'y a pas de difficulté, enfin en tout cas les communes sont éligibles aux aides comme les intercos. Et je suis prêt à regarder les sujets. Voilà. Pauline Martin. Alors, je vais quand même me permettre de rebondir. Pauline Martin, sénatrice du Loiret. Alors, Loiret, deux agences de l'eau. Moi, j'entends quand même une petite musique qui vient de la préfecture et musique au chantage, effectivement, au financement si le transfert n'est pas fait. Hein. Voilà, on va être très clair. C'est quand même ce qui est donné, envoyé comme message aux communes aujourd'hui. Moi, je voudrais rebondir sur plusieurs choses extrêmement rapidement. J'ai entendu que vous aviez une lettre de cadrage, mais je m'interroge quand même sur la déclinaison qui en est faite sur les bassins, puisque quand on est à cheval entre deux agences, on constate que les accompagnements et les financements sont pas les mêmes. Donc, je suppose que c'est le comité de bassin qui décide, qui n'est pas élu, mais qui décide quand même. Mais en tout cas, je voudrais que vous puissiez nous développer un tout petit peu ça. J'entends l'effet de synergie des financements avec un rôle d'accélérateur. Je crois que c'est vous, madame, qui en avez parlé tout à l'heure. Mais il y a quand même une fâcheuse tendance à financer uniquement les études et moins les travaux ou les projets sur les territoires. Et puis, dernière question, comment les agences collaborent avec les autres opérateurs publics? Alors, on a évoqué l'OFB, mais il n'y a pas que l'ADEME, l'ARS et bien entendu les collectivités pour éviter les doublons et optimiser la gestion de la ressource en eau. Alors, excusez-moi, effectivement, j'ai oublié un élément.
Je complète après, si ça ne vous gêne pas, et comme ça. Merci, Président. Plusieurs choses. Je vous disais tout à l'heure, c'est en théorie et puis en pratique. On a déjà eu ces discussions avec certains de vos collaborateurs ou avec le préfet de région. J'ai là une quinzaine de courriers d'échange entre nous sur ces sujets-là. C'est pas satisfaisant. Vous savez très bien, et vous le savez, qu'aujourd'hui, il y a le règlement qui permet à tout le monde d'être éligible aux aides, mais que derrière, dans la pratique, soit vous n'attribuez pas les aides, soit vous dites même aux communes de ne pas déposer les aides afin que vous n'ayez pas à les refuser. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'aides dans le milieu rural, quasiment plus. Sauf dans une station de ski concernée, je ne veux pas la citer ici, mais parce que je pense qu'elle aura un intérêt particulier pour l'agence. Mais à part cette station, qui a eu 13 aides sur un seul exercice, on est à 4 aides sur 120 en moyenne sur les 3 derniers exercices. 3 aides sur 120 pour les communes. Donc, et j'ai des témoignages, et si je pourrais, si nécessaire, les verser. J'en ai encore eu ce week-end de communes à qui on dit « mais ne déposez pas l'aide, de toute façon, on ne vous aidera pas ». Donc, après de multiples retours. Donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté avec la méthode. Au-delà des principes, on le disait tout à l'heure, avec la légitimité qui me semble manquer au départ sur un certain nombre de réglementations, ce n'est pas de la vraie réglementation, mais c'est des règles que vous imposez. Deuxièmement, sur la méthode, je donnais celle-là, et on pourrait l'étayer, encore une fois, on est devant une commission d'enquête, donc moi aussi, hein, ce que je dis, je suis prêt à l'avancer et à fournir des documents. Donc ce sera votre cas aussi si vous dites que ce n'est pas vrai. Deuxièmement, une autre méthode, c'est qu'il y a une forme de... Alors je vais utiliser le mot entre guillemets, de chantage régulier. C'est-à-dire, on vous aide sur votre projet de station d'épuration si vous investissez, par exemple, sur la renaturation de la rivière ou si vous acceptez d'arraser un barrage, etc. Voilà. Et on est dans une forme de chantage constant, alors qu'en plus de ça, pour la collectivité qui est soumise à cette pression, ce n'est pas les mêmes budgets, parce qu'il doit prendre sur son budget général pour mettre en place un dispositif que vous lui imposez, sans quoi il n'aura pas les aides sur son budget de l'eau. Et ça, c'est aussi quelque chose de régulier, de récurrent. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les agences de l'eau qui fonctionnent de cette manière-là. Troisième point, sur vos dossiers, qui sont d'une complexité sans nom. Alors on me dit, c'est pour ça, parce qu'on m'a expliqué une fois, si les communes rurales, en fait, n'ont pas de dossier, on ne les aide pas, c'est parce qu'elles ne savent pas remplir un dossier. C'est trop compliqué. Je dis, ben alors, simplifions. Et on m'a même réexpliqué que vous alliez mettre en place des aides aux départements pour que les départements puissent payer des gens pour aider les communes à monter les dossiers auprès de vous. Je pense que la boucle est bouclée, là. On marche complètement sur la tête. On marche complètement sur la tête. Donc là, à un moment donné, il y a aussi dans la relation que vous avez avec la collectivité aujourd'hui quelque chose qu'il faut arriver à changer. Aujourd'hui, ça peut pas continuer comme ça. J'espère que vous en avez tous conscience. Ça peut pas continuer comme ça. C'est de l'argent public que vous décidez du programme que vous voulez mettre en place. Ils sont différents d'une agence à l'autre, on l'a dit. Quand on est à cheval sur 2 ou 3 agences, 3 agences, c'est le cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dont je suis élu. On a des règles qui sont différentes. Il y a des montants en fonction, qui sont déterminés par des gens en fonction aussi maintenant de ce que l'État décide de reprendre ou pas chez vous. C'est quand même opaque. C'est décidé par des gens qui ne sont pas élus pour le faire et qui fixent des règles qui sont des fois contraires à ceux qui sont élus pour fixer les règles ont décidé. Et le dernier point, c'est sur le nombre d'agents. Vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui on est à peu près à 1600. Moi j'en étais resté à 1005, mais 1600... ça fait en moyenne 16 par département. On a aujourd'hui, alors moi, un petit département comme le mien, comme la Savoie, si on était dans une proportion pure et qu'on ne tient pas compte de la géographie du département, on devrait être en proportion entre 8 et 10 agents. Les agents qui s'occupent des interventions auprès des collectivités, c'est 1,5 ETP. 1,5 ETP. Ça veut dire qu'il y a bien des postes qui sont ailleurs, qui font autre chose, sur des fonctions support, sur d'autres politiques. Je sais, enfin, il y a une explication, j'imagine bien, mais je trouve que l'écart entre ce qu'on voit sur le terrain et les moyens qui sont affectés me paraît quand même assez important. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'optimiser ça à votre échelle, à l'échelle du bassin ou à l'échelle plus générale? Et quand on rajoute à ça que les départements
même s'ils n'ont plus la compétence, ils ont tous, un petit département comme le mien, ils ont aussi un certain nombre d'agents, peut-être plus que vous en termes d'intervention. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une mutualisation qui serait possible avec les départements, plutôt que de financer les départements pour qu'ils aident les communes à monter des dossiers auprès de vous? Voilà. Bon, face à ces questions qui sont aussi le fruit d'un retour d'expérience. Ludovic Gaillet qui... ouais. Ça peut vous éviter une question, parce que je rebondis vraiment sur la fin des propos de ma collègue en termes de nombre d'acteurs. Moi, je vous remercie sincèrement de nous avoir encore éclairé sur le rôle des agences de l'eau respectives, qui s'appuient, on l'a dit, sur des territoires qui sont tous aussi différents les uns que les autres. Moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Simplement, je voudrais vous poser une question par rapport au niveau organisationnel. Aujourd'hui, donc, vos agences s'appuient sur deux outils que sont... deux outils parmi d'autres que sont les SDAGE, les schémas directeurs, et les SAGE, les schémas d'assainissement, les schémas d'aménagement, pardon. On l'a dit, il y a l'OFB et l'ADEME qui interviennent également, les établissements territoriaux des bassins, les ETPB, les syndicats mixtes de bassins versants, les collectivités territoriales qui restent quand même compétentes en matière et d'adduction d'eau potable et de gestion de l'assainissement, sans compter la partie GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, et enfin la partie étatique avec les préfectures, le ministère, l'ADREAL, etc. Si demain vous aviez une baguette magique, est-ce que vous auriez, quels sont vos avis par rapport à ça? Qu'est-ce que vous changeriez en termes d'organisation pour vous simplifier la vie? Il n'y a pas d'histoire de l'agence doit prendre le dessus sur telle ou telle autre organisation, mais je ne mets pas de hiérarchie dans tout cela, mais pour l'élu local, la multiplication des acteurs peut mener à des aberrations. Je donne un exemple très précis. Aujourd'hui, moi j'ai des élus qui sont menacés d'être verbalisés après avoir créé un bassin d'orage, une rhizosphère, et aujourd'hui on leur dit vous avez trop d'eau claire dans les stations d'épuration, donc vous risquez d'être verbalisés. Après avoir fait tout ça, mais tout ça c'est la multiplication d'acteurs qui fait que c'est pas vraiment moi qui veux verbaliser, mais c'est plus la partie étatique, etc. Donc comment aujourd'hui, pour arriver à ce genre d'aberration, ou en tout cas à ce genre de difficultés pour l'élu local, vous voyez une simplification dans l'organisation? Merci pour ces questions. Je vous rappelle qu'il nous reste il y a un petit quart d'heure. Je pense que Madame la rapporteure a d'autres questions. Donc, on se donne un quart d'heure pour l'ensemble des réponses. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Mais oui, alors, juste un des propos qui a été tenu par ma collègue au tout début. L'eau, c'est une réalité physique de bassins versants qui, dans certains cas, sont sur plusieurs départements, plusieurs régions, et dont les problématiques, du coup, couvrent un territoire qui nécessite une réflexion à cette échelle. Et moi, j'ai coutume de dire que les agences de l'eau, pour un certain nombre de territoires, apportent de la simplification, en tout cas une capacité à comprendre le phénomène sur l'ensemble de son territoire. Il y a des structures de bassins versants et il faut les aider. Je voudrais aussi dire que, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure sur communes isolées, voilà. Le constat a quand même été fait, que dans les périodes de tension sur la ressource, notamment en 2022, proportionnellement, plus de communes isolées ont été en difficulté, concrètement. Et que nous, notre préoccupation, celle de nos équipes, c'est la gestion équilibrée de la ressource en eau, c'est de mettre tous les territoires en capacité de gérer leur eau et de le gérer de telle manière qu'ils puissent satisfaire la gestion équilibrée de la ressource, qui est fixée depuis... C'est l'article 1er de la loi sur l'eau de 92. Et donc, c'est vrai que ça ouvre un débat et qu'on souhaite qu'il y ait un débat sur le meilleur niveau de gestion. Et donc, on pousse à avoir une réflexion là-dessus. Je dis on le pousse, ça ne veut pas dire... mais je pense que c'est légitime. On pousse au débat. J'ai juste dit ça. On pousse au débat. Et c'est quelque chose qu'on considère comme allant dans le sens de cette gestion équilibrée. Après, on peut débattre. Et des décisions ne nous appartiennent pas. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc après, c'est les deux points sur lesquels je voulais aussi revenir sur ce que le Conseil d'État avait constaté en 2012. Il disait que les agences permettaient aussi une meilleure implication des parties prenantes issus du milieu professionnel au sein duquel l'agence est implantée. C'est un constat général qu'ils avaient fait. Pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure du comité de bassin, question de l'élection, c'est une chose. Nous, on suit le cadre qui nous est fixé par le code en termes de désignation. En fait, c'est le préfet de bassin qui désigne, c'est pas l'agence de l'eau. Voilà. Et à ce moment-là, ça permet l'association des parties prenantes, ça permet la réflexion sur quels sont les bons équilibres entre les différentes catégories d'usagers sur leur contribution à la politique de l'eau et également sur les bénéfices qu'ils en tirent. Donc c'est aussi, ça répond à la question de comment sont déterminés ensuite les équilibres. Et d'un bassin à l'autre, les équilibres peuvent être différents.
collègues sur la Bretagne, le bassin est plus rural. Notre collègue, moi, sur Rhône-Méditerranée, il est plus montagneux, quand il y a une ressource en eau qui est d'une autre nature. Et donc, ça crée des différences. Effectivement, aux bornes, on a des différences. Après, on trouve à s'organiser. Moi, j'ai un cas très spécifique sur la réforme des redevances concernant l'agglomération de Saint-Étienne. Saint-Étienne, on a une partie importante, enfin, la ville-centre est en Loire-Bretagne, alors que 50 communes, je crois, sur 200 sont en RMC. Et bien, on va s'organiser, serait-ce que pour que la question de l'application des redevances puisse être traitée. Le code prévoit des choses et ensuite on a un échange pour arriver à accompagner au mieux cette collectivité. Ça vaut aussi pour les interventions chaque fois que c'est nécessaire. Peut-être aussi sur le sens de ces conditionnalités, parce que c'est vrai que les programmes des agences, ils ont tous été rehaussés pour ces nouveaux programmes qui démarrent depuis le 1er janvier et qui vont durer 6 ans. Ils ont été négociés au sein de ces parlements et puis du conseil d'administration qui en a vraiment été la cheville ouvrière, mais dont on retrouve la composition plurielle avec des collectivités qui sont notre plus gros collège, mais aussi des associations environnementales, des industriels et des agriculteurs, et puis l'État. C'est ça qui a permis ce consentement à payer. Parce que quand on dit que les programmes se mettent au niveau des besoins d'investissement face au changement climatique, ça veut dire qu'on a un programme d'intervention qui est renforcé, qui est rehaussé, mais qui est soutenu par une stratégie fiscale. Et ça, c'est un enjeu important de négociation entre les collèges pour que cette politique, elle soit autoportante et qu'elle soit financée. Et donc ces parlements de l'eau, ils créent du consentement à payer. Ils créent du consentement à soutenir ces programmes. Et puis, on observe un très bon taux de recouvrement. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est montré par toutes les enquêtes, et notamment la dernière enquête de l'ADEME, montre bien qu'on obtient plus de consentement à l'impôt dès lors que la taxe est affectée et que sa destination est expliquée et partagée. En Adour-Garonne, nos administrateurs, en consentant à un programme rehaussé dans sa capacité financière, nous ont aussi demandé d'obtenir des résultats. Et ils l'ont fait parce que on leur avait partagé les effets des études, enfin les impacts des études scientifiques, et notamment la dernière étude Explore 2, qui a été portée par le CNRS et l'INRAE, sur les effets du changement climatique, qui montrait bien que les investissements devaient être faits dans les 10 prochaines années et être impactants pour que notre territoire soit réellement résilient face au changement climatique. Et donc, ils nous ont demandé de nous assurer de l'efficience de l'euro investi. Et donc, quand on écrit des délibérations avec des conditionnalités, quand on prévoit, par exemple, de financer du stockage de l'eau, à condition qu'il soit multi-usage, à condition qu'il engage aussi de la sobriété, à condition qu'il engage des pratiques agro-environnementales, ce sont des éléments qui vont permettre la soutenabilité et l'acceptation de ces projets sur le terrain. Et ça, on a négocié ces critères de conditionnalité avec l'ensemble de nos collèges. C'est vrai aussi sur les investissements en matière d'eau potable et d'assainissement. Le fait de dire, oui, on aide les stations d'épuration, notamment quand on a des points noirs qu'il faut résoudre avant 2027. Mais du coup, on demande que les effets du changement climatique soient bien conçus dans le projet en fait, qui nous est présenté, que les projets d'eau potable y soient portés à bonne échelle pour être robustes face au changement climatique à l'aune de l'expérience qu'on a eue en 2022. Nous aussi, en Adour-Garonne, on a eu 400 communes proches de la rupture. Certaines l'ont été en rupture et parfois jusqu'en janvier. Ça nous pousse, et c'est très soutenu par nos administrateurs, à obtenir les meilleurs projets possibles dans la décennie qui nous vient et notamment dans les 6 prochaines années du programme. Voilà. Et c'est de cela dont on rend compte aussi à nos mandants, à notre comité de bassin et à nos bénéficiaires. Est-ce que je pourrais avoir une réponse peut-être sur la question, est-il vrai aujourd'hui que vous donnez des aides, non pas conditionnées comme vous faites ça, mais en échange d'engagement de la collectivité à mener des projets, par exemple, de renaturation en échange d'une aide sur leur station d'épuration ou sur leurs produits. Est-ce que c'est une pratique courante? Est-ce que vous le faites régulièrement ou pas? Deuxièmement, est-il vrai que vous envisagez ou que vous avez mis en place des aides auprès d'autres collectivités pour faire de l'ingénierie et accompagner les collectivités à monter des dossiers auprès de l'Agence de l'eau? Est-ce que c'est vrai? Et puis, alors, une question d'ouverture, mais vous avez compris un peu le sens peut-être de mon orientation. Est-ce qu'aujourd'hui, moi c'est une réflexion que je porte,
l'action que vous menez, que vos agents mènent, ne serait-elle pas plus efficace, efficiente, pertinente si elle était portée, par exemple, par une collectivité comme les départements qui ont toujours une action en direction de l'eau et de l'assainissement, en gardant, vous l'avez dit, un cadrage national qui est nécessaire, en gardant pourquoi pas des agences de bassin à votre échelle, mais du coup en remplacement de ces parlements qui n'en sont pas, hein, c'est de la communication, c'est des gens qui sont nommés par les gens qui sont censés contrôler. Ce seraient du coup les présidents de département qui seraient, eux, porteurs de la politique locale, qui seraient à cette échelle du bassin versant. Et du coup, ce seraient des élus qui pourraient fixer la redevance, c'est-à-dire qu'eux, ils rendent des comptes devant la population et ils peuvent adapter la politique dans un cadrage national. C'est quelque chose qui semblerait pertinent, qui permettrait de mutualiser les agents qu'ils ont déjà avec les vôtres et probablement, si ce n'est de faire des économies, en tous les cas de gagner en efficience et d'éviter de nombreuses réunions de concertation ou de montage de dossiers. Est-ce que c'est une direction qui peut vous sembler intéressante et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Peut-être prendre tout de suite là, une intervention de Jean-Marc Bessoussoir. Non, quitte à prolonger les questionnements qui sont plutôt d'ordre politique, qui ne sont pas tout à fait sur le fonctionnement de l'agence. En tout cas, je retiens ce que vous avez dit, mais c'est vrai que la question de l'alimentation en eau potable va subir de manière extrêmement forte le changement climatique et que nous devons anticiper. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas sur la question de l'assainissement. Or, dans la loi, on a souhaité que ce soit la même entité, la communauté de communes, on reviendra, je l'espère, dessus, puisque moi aussi je suis plus favorable à garder de la souplesse, qui gère à la fois l'eau, l'assainissement, et y compris le pluvial. Est-ce que, puisqu'on est à se poser des questions plus politiques, est-ce que vous pouvez reprendre à cette question de savoir si, de par votre expérience, finalement, il y a un intérêt à ce que ce soit le même agriculteur sur des questions et des compétences qui sont un peu différentes quand même. Peut-être je peux me lancer. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, ce qui est certain, enfin, je parle pour Loire-Bretagne, notamment sur le 12e programme, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner les collectivités dans les réflexions qu'elles ont sur l'eau de manière systémique. C'est-à-dire que je pense que à l'heure où le changement climatique fait qu'il y a des tensions sur la ressource, on ne peut pas avoir une politique sur la qualité de l'eau, une politique sur la quantité d'eau, une politique sur le petit cycle, une politique sur le grand cycle, et on ne peut pas non plus réfléchir l'eau d'un côté, l'urbanisme de l'autre, etc., etc. Donc ça, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est qu'on puisse être un appui technique, d'expertise, pour les collectivités, pour faire en sorte qu'elles appréhendent l'eau dans sa globalité. Donc à aucun moment, en tout cas en Loire-Bretagne, il y a de pression sur « tu fais ça pour que je te donne l'aide sur autre chose ». En revanche, encourager pour une vision systémique, oui, c'est d'ailleurs même le sens lié à la lettre de cadrage qui demandait à ce qu'on fasse des contrats. En Loire-Bretagne, ça s'appelait l'accord de territoire. Donc on essaye de se mettre à table avec la collectivité pour se dire quels objectifs ensemble on va se donner, quel que soit le domaine. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut mobiliser comme moyen? Et du coup, en fonction de ce qui a été décidé, est-ce que ça sera aidé à 30%, à 50%, à 70%, etc. Si tu es en zone rurale, ça peut avoir une majoration de 10 points, etc. Voilà. Mais l'idée, en tout cas dans le 12e programme, parce que l'argent public est rare, il est cher, il a besoin d'être efficace, c'est de regarder comment on se fixe des objectifs ensemble et quels moyens on met derrière. Après, il appartient à la collectivité de dire je vais faire ça, je ne vais pas faire ça. Et donc, en fonction de ce qui a été décidé, voté par le conseil d'administration, réfléchi par le comité de bassin, de dire à quel montant la collectivité sera aidée. Après, sur les départements, alors moi, je n'ai pas connaissance, en tout cas, ça n'existe pas sur le bassin. Alors, on ne paye pas des gens
pour aider à faire des dossiers pour obtenir des aides. Par contre, les départements ou le département est un échelon très important pour réfléchir justement à l'échelle départementale, par exemple, à des schémas directeurs. J'étais dans le Finistère la semaine dernière. Le Finistère a été exposé à un risque grave de pénurie en eau en 2022. J'étais en Creuse la semaine d'avant. La Creuse a connu du citernage de l'approvisionnement en bouteilles. Et dans ces deux départements, il y a des initiatives de collectivités à l'échelle départementale pour essayer de regarder comment on peut interconnecter les réseaux, comment on peut exercer de la solidarité. Et là, l'agence accompagne le département ou le syndicat départemental ou les acteurs qui veulent se mettre en commun pour justement exercer de la solidarité. Donc l'échelon départemental, là, oui, il est très important. Après, l'échelon départemental, il s'insère, selon nous, dans la logique de bassin. Et c'est très important d'avoir cette logique de bassin. Mon voisin de droite, tout à l'heure, parlait de l'agence comme un vecteur de simplification. J'imagine, si les départements devaient reprendre les moyens et les missions des agences de l'eau, le coût qu'il y aurait pour la collectivité et pour le contribuable d'avoir à ce que chaque département parle à son voisin, à son autre voisin, etc. Parce que les coûts de transactions seraient certainement très forts et le consentement à l'impôt, en tout cas aux redevances, serait, à mon avis, problématique. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'on a un besoin absolu, mais absolu, de travailler avec les collectivités qui sont in fine les décideurs. C'est elles qui décident de leur territoire, c'est elles, c'est les élus qui sont élus, qui votent des programmes pluriannuels d'investissement. Et nous, on est là pour les éclairer, les accompagner en expertise et en financement. Une dernière chose sur l'expertise, c'est vrai, sur Loire-Bretagne, 90% des communes qui ont été en rupture étaient seules. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les aider. D'ailleurs, la communauté nationale a aidé ces collectivités puisque les moyens de l'État, des collectivités autres ont été déployés pour leur venir en aide. Donc on le fera et ça a été fait. Et d'ailleurs, le plan eau nous a demandé de mettre le paquet justement pour interconnecter, pour éviter que ça se reproduise. Par contre, c'est vrai que l'échelle intercommunale, quand c'est possible, et peut-être que c'est pas possible partout, l'échelle intercommunale permet de simplifier les fameux contrats et parfois pour les intercos d'avoir des compétences qu'elles ne seraient pas capables d'avoir commune par commune, pour avoir un technicien, par exemple, qui va permettre de réfléchir à l'interconnexion. Voilà, et puis pour la vision intégratrice sur l'assainissement, c'est un peu la même logique. La vision systémique, c'est celle qu'on pousse dans l'ensemble des bassins. Et peut-être juste, Madame la sénatrice, dans le Loiret, alors, moi, vous avez été invité, moi, avec la préfète coordinatrice de bassin et le président du comité de bassin, nous on a voulu réunir ou proposer de réunir l'ensemble des parlementaires justement pour faire des points d'actualité devant la représentation nationale. Donc le 1er avril prochain, on sera à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des députés du bassin qui voudront bien venir, et le 9 avril avec le sénateur Pointreau au Sénat ici, justement pour débattre de tout ça et lever les éventuelles incompréhensions, parmi lesquelles celle selon laquelle on financerait que des études. Et ça, c'est vrai que c'est une critique que moi j'ai beaucoup entendue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études en matière d'eau, parce qu'il y a des investissements considérables à venir, et que ces investissements considérables, en général, il faut les préparer pour pas jeter l'argent par les fenêtres. Mais sur le budget Loire-Bretagne, pour la partie assainissement par exemple, les études, c'est 10% de ce qui est dépensé. Tout ça pour dire, et en conclusion, que l'argent qui arrive dans les caisses de l'agence, il y reste un mois en moyenne pour repartir directement investi dans les territoires qui font face à un mur d'investissement, et les collectivités sont face à un mur d'investissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne soit pas en mesure, en tout cas pour Loire-Bretagne, d'accompagner toutes les collectivités qui voudraient être aidées sur les thématiques qui nous intéressent.
Monsieur Leblanc, vous lui souhaitiez compléter? Oui, je voulais juste illustrer par un exemple justement la difficulté si on se place à l'échelle départementale, puisqu'on a travaillé avec le département de la Moselle à organiser des assises justement locales, et on l'a fait avec beaucoup d'autres départements, avec la communauté européenne d'Alsace, on a travaillé aussi avec la Haute-Marne sur des assises. Et donc, j'ai le document sous les yeux, puisque je ne l'ai pas pour les autres départements. Mais donc, pour la Moselle, en fait, vous avez 10 bassins versants qui concernent ce département. Et en fait, seuls 3 sont internes au département. Et on en a un donc, qui est le bassin ferrifère, qui concerne la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse. Donc, voilà, ça générerait forcément des coordinations importantes. Je peux aussi peut-être préciser en un mot qu'on signe des contrats de partenariat avec certains départements, dont celui de la Moselle, par exemple. Donc, on est en contact avec cette structure. Anne-Sophie, vous souhaitez poser une question? Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Anne-Sophie Patru, je suis sénatrice d'Ille-et-Vilaine. Je regarde donc le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. J'ai été interpellée très récemment et liée à un sujet un petit peu brûlant, malgré le fait que ce soit de l'eau, qui est la révision du Sage-Vilaine, sur un sentiment, je rejoins un petit peu mon collègue Cédric Vial, un sentiment de représentativité insuffisante des élus ruraux sur ces instances aujourd'hui qui prennent des décisions sur la révision d'un SAGE, dans le sens où on a une représentation des territoires métropolitains importante, représentativité liée au nombre d'habitants, à mettre en parallèle avec les territoires qui produisent l'eau. Voilà. Aujourd'hui, je voulais avoir votre vision des choses sur cette représentativité, peut-être essayer d'y voir une certaine progressivité. Comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre ce sentiment qui était très fort et qui me paraît être une interrogation totalement justifiée. Merci. On a 2 minutes. Non, peut-être, je pense que c'est un enjeu majeur. Et on parlait des solidarités que les agences essayent de mettre en œuvre. On a un enjeu majeur entre les métropoles et les aires plus rurales alentours, puisque parfois dans les métropoles on consomme l'eau qui vient en fait des éléments ruraux. Donc on a besoin de penser ensemble la ressource et de ne pas opposer des choses. Peut-être juste, je sais pas, je peux pas répondre en 2 minutes à votre question, mais il y a un enjeu, me semble-t-il, majeur, qui est de réussir à générer un débat public apaisé sur la question de l'eau, qui est une question très technique et qui peut-être a été trop appréhendée par les spécialistes. Et les spécialistes, qui soient les fonctionnaires ou agents publics, ou aussi les élus. Souvent, les élus qui s'intéressent à l'eau sont des spécialistes de l'eau, qui connaissent très bien les mécanismes, les rouages, les institutions, et finalement adoptent un langage qui est celui des techniciens. Donc on a un enjeu par rapport au changement climatique, par rapport à la qualité de l'eau, et vous êtes en Bretagne, la première région qui est rentrée dans le contentieux européen, la première région qui en est sortie, ça veut dire qu'il est possible qu'on se mette à générer un débat qui crée de l'action par la réglementation de l'État, par l'accompagnement des agences et par la gouvernance apportée par les collectivités. Et ça, me semble-t-il, je pense qu'on a ce besoin, c'est aussi pour ça qu'on va s'adresser aux parlementaires, de générer un débat public sur l'eau pour ne pas que ça soit l'affaire des seuls techniciens. Enfin, je trouve que le débat est intéressant parce qu'en fait, grosso modo, ceux qui produisent ne sont pas ceux qui consomment, ils ne sont pas encore ceux qui payent. Dans ce que vous évoquez, c'est vrai que ça interroge sur le modèle et puis la façon dont ça peut générer des frustrations dans les territoires. Et on voit bien que c'est quand même pas, c'est pas anodin et qu'il y a des retours d'expérience qui sont douloureux, en fait, on va le dire comme ça. Il est 18h30. Je vous propose certainement, s'il n'y a plus de questions, Mickaël, tu souhaitais... Non, pas... Mickaël. Je suis désolé, mais je n'ai pas participé à l'ensemble de la présentation, donc je serai peut-être un petit peu à côté et je demande à mes collègues de m'excuser et vous aussi. Mais la question que je me posais, c'est que il y a aussi le fait que vous traitez à la fois de l'eau et de la biodiversité. Hein. Et vous l'avez peut-être évoqué, mais c'est celle un peu peut-être des doublons, des chevauchements, ou comment est-ce que
en quelque sorte, vous considérez cette nouvelle mission qui vous est demandée? Est-ce que vous avez d'une part les moyens nécessaires et quelle est l'articulation que vous voyez avec l'OFB, pour être simple? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, je suis désolé alors. Mais... Très bien. Bon, ben... Moi, j'aurais juste qu'on est en phase, au moins. Monsieur Oblette, vous avez répondu à ma question sur à la fois l'ingénierie et à la fois sur ce que j'ai appelé, entre guillemets, encore une fois, le chantage, l'opération. J'aurais bien aimé savoir si les autres avaient la même réponse que vous exactement sur ces deux points. Alors moi, je peux confirmer pour le bassin Seine-Normandie la même approche. Hein. Pas de conditions mises sur des aides par rapport à d'autres aides. Moi, je me retrouve assez bien dans ce qu'a dit Loïc Obled sur la notion d'approche systémique. Et c'est un petit peu ce qui est évoqué quand on a un acteur qui vient nous proposer un projet de politique territorialisée. Le propre de ces politiques territorialisées, c'est d'avoir une vision à 360 sur les enjeux de la politique de l'eau. Donc, avec notre expertise, en fait, on les pousse à réfléchir à l'ensemble de ces facettes. Et ces politiques, elles sont bonifiées. Donc, le contrat, il est dans ce sens-là. C'est un contrat qui va dans les deux sens. Pour Artois Picardie, on a aussi eu cette approche systémique. Alors, on l'a même, j'allais dire, un peu officialisée, puisqu'on a fait des diagnostics, parce qu'on appelle des masses d'eau, pour justement, avec les acteurs de terrain, regarder ensemble, je veux dire, quelles étaient les actions prioritaires à mettre en œuvre pour aller vers le bon état de certaines masses d'eau. Et là, dans le 12e programme, on a mis en place des contrats de masses d'eau qui, au contraire, je veux dire, bonifient les actions, qui permettent de bonifier les actions qui vont vers le bon état des masses d'eau. Même réponse, on est dans des logiques de contrat avec des volontés de faire prendre conscience que certaines actions méritent d'être prises en considération alors qu'elles ne le sont pas. J'espère que ce n'est pas vécu comme une contrainte. On a un retour quand même d'évaluation qui ne le laisse pas penser. Et donc, je pourrais vous communiquer l'évaluation qu'on a menée. Et on a des collectivités qui sont prêtes à re-signer de nouveaux contrats avec nous. Je ne vais pas détonner avec mes collègues. On entretient avec le territoire une relation de longue date et qui vise à partager les enjeux de la gestion de l'eau et dans une vision systémique. Et après, chaque demande d'aide est une demande d'aide. Voilà. Alors après, je te propose. Et après, vous avez posé la question tout à l'heure de l'ingénierie. Donc, il est très clair. Encore, je demandais, je vérifiais, excusez-moi pour un truc, mais on finance de l'ingénierie de mission, de projet. Le projet, il est déposé, et des fois, il y a de l'animation aussi. Mais par exemple, on ne va pas financer des postes généraux de directeurs ou des choses comme ça qui visent à, comme vous dites, à consolider des projets de subvention. On finance de l'ingénierie de projet. Le projet est déposé, il y a l'ingénierie qui va avec. Après, je suis prêt à continuer le débat du cas d'espèce si vous le souhaitez. Très bien, mais écoutez, merci pour cet échange, merci pour le temps que vous avez consacré à notre commission d'enquête. Moi, personnellement, ça m'a donné envie de relire Jean de Florette et Manon des Sources, qui est quand même l'ouvrage majeur en la matière. Merci à toutes et tous, bon retour, très bonne soirée.